Bonjour Olivier Favreau. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez consacré beaucoup de vos recherches à la question de la responsabilité sociale et de l'intérêt général confronté à l'entreprise. Vous avez notamment travaillé sur ces questions comme co-directeur du département économie et société au Collège des Bernardins. Alors si on revient un petit peu en arrière, puisque ces questions se sont posées différemment, notamment dans l'après-guerre. Alors dans l'économie de l'après-guerre et des Trente Glorieuses, vous expliquez qu'il y a eu une sorte finalement d'alliance entre les salariés et les dirigeants pour tenir un peu en lisière les actionnaires et la finance. Est-ce que c'était la première configuration de la gouvernance des entreprises pendant ces Trente Glorieuses ? Oui, tout à fait. Ce qui est absolument passionnant dans cette question qui pourrait paraître sur un certain plan académique, cette question de l'articulation entre l'être juridique de la société et puis l'organisation économique qui s'appelle l'entreprise, c'est que ça donne un sens à des choses que l'on savait, mais dont on n'avait pas suffisamment bien perçu la cohérence et la dynamique. Alors, par exemple, le mode de gouvernance des entreprises sous les Trente Glorieuses, ça a été très bien étudié par la théorie de la régulation et qui a montré qu'il y avait une sorte d'alliance entre les représentants des salariés via les syndicats et puis les représentants du patronat pour d'ailleurs tenir à distance le pouvoir financier, et ça prenait la forme de quelque chose que nous avons tous enseigné en macroéconomie, c'est-à-dire le taux de croissance des salaires réels doit être égal au taux de croissance de la productivité du travail. Alors, traduit dans les termes de la conception de l'entreprise dont on a parlé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le pacte avait au fond une arrière-pensée qui était « vous les salariés, vous ne vous mêlez pas de la gouvernance des entreprises ». Mais il va y avoir une énorme compensation, qui va d'ailleurs être l'entrée dans la société de consommation, une énorme compensation, c'est-à-dire les salariés vont récupérer la totalité des gains de productivité. Ce schéma, qui est ce que nos collègues régulationnistes appellent le schéma fordiste, est venu buter sur une barrière, la barrière de la crise du pétrole au milieu des années 70. Et ça a laissé la place alors à un autre schéma qu'on éclaire complètement en le ramenant au problème que je suis en train d'évoquer. C'est le schéma de la gouvernance actionnariale, où on prétend dans la suite de Friedman, que les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise, et donc c'est eux qui doivent, tout en respectant la loi, récolter le maximum de la valeur ajoutée. Et donc là, il y a une nouvelle alliance entre les dirigeants qui bénéficient de stock options, d'actions gratuites et qui sont finalement en alliance avec les actionnaires, et les actionnaires, mais qui met en lisière les salariés à partir des années 80. Alors là, on voit un renversement d'alliance, où effectivement, les salariés qui avant étaient au fond les partenaires des directions d'entreprise se retrouvent en bout de chaîne et l'alliance se fait par des mécanismes divers mais très puissants, ne serait-ce que les stock options, une alliance entre les directions d'entreprise et toute la sphère financière. Donc au fond, on s'aperçoit rétrospectivement, quand on a cette grille de lecture, qui encore une fois aurait pu paraître académique, mais qui au fond porte un coup de projecteur extrêmement aigu sur les 50 dernières années, on a essayé un modèle qu'on va dire managérial, qui n'était pas défavorable aux salariés, puis après un modèle actionnarial, et la question mais alors, qu'est-ce qui reste ? On ne va pas donner tout le pouvoir aux salariés. Eh bien, ce qui est devant nous... Alors, ce que vous proposez, finalement. Voilà, au fond, il y a quelque chose qu'on pourrait dire on n'a pas essayé, qui serait un modèle pluraliste, c'est-à-dire qu'on essaierait de trouver une structure de gouvernance qui concilierait les intérêts légitimes des actionnaires, les intérêts légitimes des salariés, sous la houlette du pouvoir de coordination des dirigeants d'entreprise. Alors on pourrait dire, vous tirez des plans sur la comète, et à ce moment-là, la grande surprise, c'est que ce modèle que je qualifierais, en reprenant les termes d'un juriste, Christophe Clair, ce modèle pluraliste, en fait, il existe. Il existe aujourd'hui et dans plus de la moitié des pays d'Europe, et ça s'appelle la codétermination, où effectivement, entre un tiers et la moitié du conseil d'administration ou de surveillance est composé d'administrateurs salariés. Ce qui est dommage, c'est que la théorie de cette forme-là n'a pas été faite, et donc cette invention d'un certain nombre de pays européens, depuis l'immédiat après Seconde Guerre mondiale,
cette théorie n'a pas reçu l'éclat qu'elle aurait dû recevoir et du coup elle a laissé la place au modèle actionnarial. Mais peut-être que le moment est venu d'ouvrir ce champ de recherche, de théorisation. Ce champ de recherche, absolument, pour et de réforme. Cette codétermination qu'on connaît notamment pour l'Allemagne, eh bien, mais qui concerne aussi beaucoup d'autres pays européens, etc. Tous les pays scandinaves notamment. Qu'on puisse finalement faire des règles communes au capitalisme européen en quelque sorte. Ça, ce serait la civilisation. Merci beaucoup Olivier Favreau. Merci.